Mesdames et messieurs, je remercie avant tout tous les botanistes de Bailleul pour cette invitation qui m'a fait beaucoup de plaisir. Et parce que c'est un retour pour moi à Bailleul. Et je désire dédier ma conférence, et là vous avez les titres, à Jean-Marie Jéhu, qui a été au début le fondateur de la station internationale, de la station de phytosociologie, et plus tard du centre régional. À l'université de Camerino, on a dédié une plaque en marbre à Jean-Marie Jéhu qui se trouve dans la bibliothèque de notre département. Et j'ai reproduit des cartes pour tout le monde qui les désire. Je suis à votre disposition pour vous la donner. Merci. La première proposition pour la protection des zones humides a été faite lors de la conférence organisée de l'Union internationale pour la conservation de la nature à la Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue en 1962, au cours de laquelle on a approuvé le projet MAR pour la protection des zones humides. Parmi les botanistes français qu'il y avait à cette occasion là-bas, je me souviens, il y avait le professeur René Molinier qui avait été un grand botaniste à Marseille et qui avait fait les cartes de la végétation en Camargue. Vous savez, quand on parle des milieux humides, nous, comme botanistes, nous pensons à la flore, mais aussi à la végétation. Alors ici, j'ai fait une liste des classes de végétation qui se trouvent en Italie. Moi, je parlerai plutôt de l'expérience italienne. Vous devez m'excuser pour ça, mais j'ai travaillé dans les derniers 50 ans dans ces milieux, plus ou moins dans toute l'Italie. Et comme vous voyez, il s'agit d'une grande quantité de classes de végétation, à partir de la végétation flottante des eaux douces, des végétations saumâtres, les sources, les tourbières, les prairies humides, la végétation synanthropique, aussi la végétation des rivières, n'est-ce pas, la végétation des rivières. Et je ne pourrais pas faire référence à tout ça, mais je donnerai des exemples. Mais ce que nous avons devant nous, c'est quelque chose de très spécialisé au point de vue de la flore, des associations végétales et d'un conseil duquel je désire souligner l'importance vis-à-vis des milieux humides, c'est-à-dire la zonation de la végétation. Parce que si vous allez, oui, tout le monde le sait bien sûr, le long d'une rivière, dans une tourbière, dans un lac, dans un étang, il y a toujours une zonation. Et beaucoup de fois, la zonation est perdue pour toujours. Je ne parlerai pas de la typologie des interventions anthropiques. J'ai cherché de faire ici un résumé des phénomènes que j'ai observés en Italie. Bon, l'assèchement, il est naturel. C'est ce que Maltby, dans le livre de Svetland Handbook, c'est le paradigme des milieux humides, la plupart desquels sont destinés à se sécher. Les autres sont des interventions humaines qui portent des changements plus ou moins grands et parfois la destruction complète du milieu humide. Les conséquences aussi, c'est évident, simplement pour résumer, la disparition des espèces de la flore. Moi, j'ai étudié en particulier en Italie une dizaine de lacs, 3 dans la péninsule centrale et les autres dans les Alpes centrales, par contre. Et je ne donne pas ici les tableaux détaillés parce que tout a été déjà publié. Mais entre 15 et 25% de la flore spécialisée liée au milieu humide est disparue à partir de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Non. Il y a la disparition des associations végétales, par exemple, toutes les prairies flottantes dans la région du Trentino Adige, à laquelle je me suis dédié particulièrement, sont disparues, n'existent plus. Il n'y a plus de prairies flottantes.
perte de la végétation originaire, ça c'est un point très important, et modification irréversible de l'environnement. Alors maintenant, je vous donnerai quelques exemples sans distinguer les uns des autres, parce que dans le même milieu humide, on peut avoir la concurrence de beaucoup de types d'interventions. Pour exemple, on commence ici chez un marécage qu'on a visité avec une excursion internationale dans la péninsule centrale. Alors vous voyez, il y avait deux petits lacs à l'intérieur et tout était entouré d'une roselière, Phragmitetum. Mais ici, on a protégé l'endroit. C'était un bassin karstique où le niveau de l'eau change à partir de l'été. L'été, il n'y a que les 2 étangs que je vous ai montré avant. Et tandis qu'en hiver et printemps, avec les précipitations, l'eau augmente et il se forme un lac temporaire. Alors là, vous voyez le niveau en bas, à 755 mètres, c'est le minimum. L'inondation, c'est entre 756 et 757. Et ça, c'est une période de quelques mois qui détermine une zonation particulière en allant du numéro 8 et 7. Vous avez les associations de Agropyrorumichon crispi, et plus tard, vous avez Enanthetum aquatice, Phalaridectum, et les roselières, et l'eau, et la végétation aquatique. Mais qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait un parc naturel, officiellement, de la région Umbrie, et on a construit un petit barrage qui empêche la disparition de l'eau pendant le mois d'été, ce qui a bouleversé complètement l'équilibre originaire et toutes les associations à partir du numéro 8 ou 4 sont presque disparues. N'est-ce pas? Alors, c'est une protection absolument relative. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Il y a des conflits. Parfois, je n'en ai pas entendu encore parler jusqu'à maintenant ici. Les oiseaux, parce que comme il y a beaucoup d'oiseaux aquatiques, il y a des gens qui désirent voir les oiseaux. Moi, je n'ai rien du tout contre les oiseaux. Mais pour avoir les oiseaux, il faut avoir des étangs d'eau, et alors voilà ce qui se passe. Mais la zonation de la végétation a complètement disparu. Bien sûr, vous trouvez encore un Mentapulejum peut-être, ou des petites plantes herbacées, non, de ces associations. Mais les phytocénoses n'existent plus. Et alors voici une photo aérienne de ce marais, et vous voyez les taches vertes claires sont de nouveaux clairières qu'on a ouvert dans la roselière, et ils sont complètement envahis de Nymphea alba, ce qui est bien. Mais ça, c'est la situation, n'est-ce pas? C'était un grand changement. Si nous allons dans les Alpes, ici je vous donne l'exemple d'un marais, d'un bas marais, sur un sol neutrophile. Alors, vous voyez, c'était un bassin glaciaire ici. À gauche, à droite, la couleur jaune démontre la distribution de la tourbe. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'histoire? La tourbière était propriété de beaucoup de paysans, et chaque paysan possédait un rectangle. Vous voyez la photo en bas et à gauche. Si, et à gauche, on reconnaît les parcelles. Il y a une photo aérienne et une première carte de la végétation réelle, et la distribution de la végétation, en général, elle suivit la zonation originaire, plus ou moins. Mais vous voyez qu'elle est complètement bouleversée à cause de l'intervention de l'orbe, parce que pour l'extraction de la tourbe. Encore, c'est la même chose. Et maintenant, il y a un autre problème. Là, on fauchait, c'était une molinière. Le Gentiano Asclepiadae Moliniatum, qui est une association très rare chez nous, tout au moins dans le bassin du Trentino Adige, dans la région du Trentino Adige, où
très rare, elle est très rare, seulement peut-être ici 2 localités. Mais étant donné que la prairie n'est plus fauchée, alors avant, quand la prairie était fauchée, il y avait la pelouse. En abandonnant le fauchage, la Moulinie s'est transformée en Touredon. Et plus tard, il y a le sol qui arrive, Salicinere. Vous voyez l'envahissement, si je peux dire, c'est un procès de succession secondaire. Et dans peu de temps, il n'y aura plus de Molini. Alors là, c'est protégé aussi, mais c'est une protection relative, parce qu'il faudrait faucher. Mais ce n'est pas géré. Oui, il fauche, la région, elle fauche 1 hectare peut-être, mais il faut faucher les 20 hectares de toute la tourbière. Autrement, il n'y aura rien à faire pour les futurs. Ici, c'est le tableau du Genziano Molinieto, une partie, la première partie du tableau. Vous voyez, il y a Molinia Cerulia, Inula Carexostiana, Genziana Scalpiadea, Selinum carvifolium. Et le Selinum carvifolium forme une autre association chez nous, le Selino Molinieto, qui est presque complètement disparu. Il n'y a que peu de fragments. Et c'est tout. Ah, les séries. Alors, j'ai étudié les séries de végétation. Là-dedans, il y a 2 séries. Une série du sol, de Salicinere, avec toutes les étapes. Je ne ferai pas les commentaires. Et une série de Salicinere et de Salix Pentandra. Mais j'ai fait la carte de la végétation. Mais j'ai fait 4 cartes phytosociologiques. Ici, c'est la carte phytosociologique avec les associations végétales. Je n'ai pas porté peut-être la carte, non, la carte des séries et de la végétation potentielle et des tendances dynamiques, parce que pour l'aménagement de la tourbière, n'est-ce pas? Là, c'est une tourbière, son histoire est finie. Il faut l'admettre, son histoire est finie. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'espoir dans les conférences que j'ai écoutées jusqu'à ici. Moi, je suis un peu pessimiste. C'est une histoire qui est finie. On a fait les analyses polyniques aussi. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre là-bas? D'un point de vue naturel, seulement la soleil, les 2 soleils, et c'est tout. Mais on peut essayer de garder des petites surfaces plus ou moins élargies pour les prairies humides, les moliniers, les Senetum ferrugineum aussi qu'il y a là-bas. Mais ce sont des questions relatives, des protections relatives. Voilà, ici par contre, il y a en haut une carte que j'ai reconstruite. Et en bas, la situation actuelle. Mais j'avais fait les relevés quand tout était intact. Le lago Poudro, Poudro, ça veut dire en français putrido, c'est-à-dire parce qu'il y a de la tourbe qui... C'était la plus grande prairie flottante de ma région. Et il y a un profil de la végétation avec le Caricetum lagiocarpe, mais dans les cuvettes les plus petites, Rhincosporetum albe. On a pris toute la tourbe, et quand tout a été presque détruit, il n'y avait qu'une petite tache, vous la voyez, le couleur violet en bas, on a protégé. Mais c'est une protection absolument relative qui ne vaut rien du tout, selon moi, parce que la petite prairie flottante qui est restée, elle est en train d'envahir, maintenant elle est presque complètement envahie de Phragmites communis, par exemple. Toutes les prairies flottantes de chez nous sont disparues. Ici, il y a les tableaux qui sont ils appartiennent à l'histoire de la botanique, n'est-ce pas? Le tableau de Rhincosporetum albe, de Caricetum lagiocarpe que j'avais fait avant les travaux d'extraction de la tourbe, c'est de l'histoire. Et l'extraction de la tourbe provoque beaucoup de dommages, des changements. Ici, c'était une tourbière neutrophile avec Senetum ferruginei, avec Primula farinosa, il était appelé aussi Primulo farinose Senetum, et les Molinio cerule Pinetum sylvestris. Alors vous voyez la forme géométrique, elle est due à l'extraction de la tourbe, et j'avais fait le profil de la végétation et tout ça, et maintenant il n'y a presque plus rien. Parce qu'on a protégé aussi ici, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de transformer le grand trou
où on a excavé la tourbe dans un lac. Et alors, il y a des phénomènes d'érosion, des choses que c'est presque impossible de contrôler, selon moi. Vous êtes des spécialistes, j'ai écouté. Peut-être ce serait possible de faire quelque chose, mais je doute. Et maintenant, je vous donne un exemple d'un lac qui se trouve, qui j'aime beaucoup, aussi pour le nom, parce que c'est une pinède, un haut plateau, pinède, et on l'appelle Pinet, ça qui me rappelle le français, l'altopiano de Pinet. Et là, je l'ai observé déjà depuis 30 ans. Et, alors, en couleur, vous voyez deux couleurs. Là, j'ai cartographié les séries de végétation et je les ai représentées avec la technique proposée par l'école de Frédéric Bioret à Brest, c'est-à-dire en donnant une couleur à une photo aérienne. Alors, la couleur verte, c'est une série riveraine de Aulne, Stellario Nemori al netum glutinose. La couleur bleue, c'est la série marécageuse de l'Aulne, Carice elongate al netum glutinose. Et la tache violet, c'est un petit morceau de Salicetum pentandre, mais malheureusement, cette série a été en partie détruite. Vous voyez aussi la bande qui maintenant est occupée de la roselière. Autrefois, là, il y avait une prairie flottante merveilleuse avec Carex lagiocarpa, Rhincospora, Drosera, les deux, Anglica et rotundifolia et d'autres espèces. Et il n'y a plus rien. Oh mon Dieu. Ah oui, et ça c'est les séries. Et voilà le paysage de la série marécageuse de la Aulnay, avec quelques noyaux de forêt. Et la bande de la roselière qui a substitué le Caricetum lagiocarpe, avec beaucoup d'espèces rares et intéressantes. Ici, c'est un schéma du compte de déjection, les dépôts alluviaux et les lacs avec les différentes séries. Et ici, la situation, n'est-ce pas? On a construit une cabine électrique, des points d'embarquement, des installations touristiques, des cultures de fraises qui sont très dangereuses parce que on donne des engrais, tout va dans le lac, il y a une pollution de l'eau. Non, des rivages artificiels, de nouvelles plages. Récemment, on a construit les nouvelles plages. Et la roselière, elle est restée. Et aussi la Magno Caricea de Carexelata. Mais pour exemple, si nous prenons Polygonum amphibium, qui c'est une espèce banale, mon Dieu, mais on ne peut pas dire que c'est une rareté au point de vue botanique et tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec Polygonum amphibium? Il est resté seulement dans le petit point bleu, une seule localité, avec deux taches d'individus. Peut-être c'est un polycormone, deux polycormones. Autrefois, il était développé le long de presque tous les lacs. Et alors, voilà les dernières taches de Polygonum amphibium, une espèce banale, comme je vous dis. Ben, ça, c'est l'histoire. Et alors, ici, c'est la zonation originelle, telle que je l'avais relevée il y a 20 ans à peu près. Bon, alors, c'est facile, c'est Caricetum elate, Phragmitetum, Cenoplectetum lacustris, Polygonetum amphibi et Ceratophyletum. Mais l'influence de l'homme, qu'est-ce qu'elle a provoqué? La pollution. La disparition des caricées en dehors et des hydrophytes dedans. La roselle, le Phragmites, elle reste, mais c'est une diminution de la variabilité à niveau des cénoses et de la zonation. Et encore un dernier exemple, peut-être ici c'est un bassin karstique, non, glaciaire, toujours sur le haut plateau d'Épinay. Et une photo aérienne. À droite, vous avez, j'ai fait la carte avec l'aide d'un géologue, d'un pédologue des sols. Ce sont des sols tourbés ou hydromorphes. Et les trois schémas 1, 2 et 3, démontrent l'évolution de la végétation après la pollution. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de la pollution là? Parce qu'autour du bassin, il y avait des propriétés privées, les paysans ont construit
des cultures de fraises. Et il faut donner beaucoup de choses. Et l'eau est allée là-bas, il n'y a plus rien à faire, rien à faire, rien à faire. Là, regardez ce qui se passe ici. Toute la prairie flottante est disparue, non? Je ne peux pas dire en détail là. Mais là, vous voyez maintenant, c'est le petit lac et le vert, la couleur verte est de la roselière. Il n'y a que de la roselière, mais j'ai répété 3 fois la carte de la végétation dans les années que vous pouvez lire là. L'échelle, c'est un peu étrange, mais elle est due à l'échelle cadastrale de l'époque autrichienne, parce que nous, on a été sous l'Autriche presque 200 ans, et c'est Napoléon qui est venu et qui nous a libérés à un moment donné. Et il a donné le nom de Haute-Adige, comme ici, Hauts-de-France. Et j'ai répété la carte de la végétation 3 fois, et maintenant, je ne peux pas entrer en détail, mais vous voyez que la Magno carissée, qui était le bleu sombre, elle est presque disparue, parce que tout a été envahi de roselières, et même les prairies du Filippendulion. Les 2 séries de végétation, je souligne que pour la cartographie, moi, j'emploie la même couleur pour toutes les étapes de la même série, plus foncé pour la tête de la série, et au fur et à mesure qu'on va vers les premiers états, les couleurs sont plus faibles. Je ne peux pas les décrire, bien sûr, mais regardez là les grands changements. En 1970, il y avait, oui, le Caricetum lagiocarpe avec Phragmites, il était déjà là. Mais les bis étaient très intéressants. Caricetum elate, Caricetosum hartmanni. Et 24 ans plus tard, il n'y a que de la roselière. Alors là, il y a eu perte de la biodiversité à niveau des espèces, perte de la biodiversité à niveau des associations et même à niveau de la zonation. Parce que pour les milieux humides, n'importe lesquels, il faut toujours parler et prendre en considération la zonation. Et ma préoccupation dans tout ce temps a été celle de fixer la zonation dans les endroits que j'avais étudiés. Je l'ai fait beaucoup de fois, disons. Ah, regardez ici, c'était un anneau de Rhincosporetum albe de Caricetum lagiocarpe, il n'y a que de la roselière. Un seul individu n'est pas survécu de ces 2 espèces. On fauchait. Regardez, on fauchait jusqu'aux années 60. Maintenant, on fauche parce qu'il est protégé, mais il a été protégé trop tard. On fauche 1 hectare peut-être, mais c'est trop peu. Et alors voilà le aulne, Alnus glutinosa, qui est en train d'envahir. Ici, c'est une association acidophile, parce que c'est le Juncum lignetum. Et je crois que c'est le dernier exemple, le lac Trasimène, en Italie centrale. Et il y a un grand lac Trasimène que j'ai relevé dans les années, à la fin des années 60. Et j'avais présenté une conférence ici à Bailleul, il y a 30 ans, avec mon collaborateur Orso Mando. Là, il y a la zonation du lac, vous voyez, il y avait des prairies humides de carissées en dehors, des roselières, la végétation demi-flottante, disons, des nymphéas, et Potamogeton, et Vallisneria sur le fond du lac. Et alors, avec des photos aériennes très anciennes, j'ai pu reconstruire. En 1957, le noir était la roselière. Les gris, disons, étaient la distribution des associations flottantes, demi-flottantes, Nymphéa et Potamogeton, parce que le lac était en train de se sécher. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? D'après l'influence d'un professeur d'hydrobiologie, Moretti, on a fait un canal qui porte l'eau d'un petit sous-bassin dans le lac. Et voilà, en 1976, tout est retourné, disons, à sa place. C'est-à-dire, les hydrophytes se sont retirés et tout ça. Je vous prie de donner votre attention à ce petit coin. Parce que là, je présente en détail. Alors, le vert, c'est Phragmitetum
vulgaris, ou comme vous dites. Non. Et tandis que les autres signes sont des petites associations de pointillés, par exemple Salvinia natans, Xenoplectus lacustis, Taberne montagne aussi. Il y avait toute une situation comme ça. Et je l'ai répété quelques années plus tard, c'est la même chose. Mais il y a une réduction terrible, même de la phragmites. Alors, le professeur Venanzoni, qui est mon élève, professeur à Pérouse maintenant, il a fait, je dois dire, des recherches assez détaillées à propos de la réduction de phragmites. Et vous voyez là, les ânes et les mètres carrés 57 et 72 ont été reconstruits d'après les photos aériennes. Il a fait les mesures en 1994. Et là a commencé vraiment la réduction. Maintenant, aujourd'hui, voilà ce que nous trouvons. Ça, c'est une carte que j'ai faite avec mon collaborateur qui est ici, Mouria. Et les taches bleues, foncées, un peu plus foncées, disons, sont ce qui reste de la grande surface de phragmites. Alors, oui, c'est la fin de mon discours. J'ai besoin de très peu de temps. Alors, les étapes de la sauvegarde, en général, ce n'est pas seulement pour les milieux humides. Moi, je les ai appliquées ici. C'est protection, conservation, gestion, reconstruction biologique. Ici, on parlait de restauration. Bon, c'est la même chose. Mais attention, oui, Benerescu, qui est un grand écologue roumain qui est peu connu en Occident parce qu'il n'a écrit qu'en langue roumaine, il disait que la protection de la nature est une mesure préventive pour éviter quelque chose de mauvais, tandis que la reconstruction ou la restauration est une mesure curative de réparer le mal fait. Et alors, en prenant en considération le lac d'Épinay que je vous ai montré, vous voyez, à partir du paléolithique, là il y avait déjà, j'ai construit cette carte théorique parce qu'au début, il n'y avait pas d'impact. Plus tard, il y a eu l'impact historique qui s'est prolongé pendant beaucoup de siècles, jusqu'à il y a 50 ans. Et plus tard, chaque fois, on a ajouté des impacts subséquents et qui ont provoqué une instabilité environnementale. Et on ne sait pas où va-t-on. Ça, c'est un point qu'on ne peut pas répondre. Et alors, n'est-ce pas, le problème, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la protection? C'est une chose très simple. Protection, c'est la protection est donnée de l'ensemble des normes juridiques approuvées par les pouvoirs publics. Il faut avoir les lois, nous les avons vues. La conservation se réfère au maintien des écosystèmes en fonctionnalité perpétuelle, n'est-ce pas? Le professeur Klesli, qui a étudié les lacs de Suisse, qui sont beaucoup eutrophisés, il disait que quand on travaille dans un bassin, il disait comme ça, je suis en partie d'accord, et il est très endommagé, on ne peut pas retourner aux conditions, il faut l'abandonner, et se dédier avec force et courage à un autre environnement pour chercher de les sauver. Alors, n'est-ce pas, un biotope humide, il peut être protégé mais pas conservé si l'homme n'intervient pas ou s'il n'intervient pas. Il peut être protégé mais pas bien géré, par exemple quand on ne fauche pas. Ecco. Et alors, dans beaucoup de fois, je parle pour l'Italie maintenant, on parle, pour moi, selon moi, il faut parler d'une protection relative. Parce que je vous ai montré là où tout est changé, il y a eu le développement de la roselière, c'est pour les espèces pas, pour la zonation pas, pour les associations non plus, pour les paysages lacustres peut-être. Donc c'est une protection relative selon moi. Et alors, n'est-ce pas, et je finirai, je suis en train de conclure, n'est-ce pas, dans le passé, il y a eu des gens, des naturalistes, mais pas nécessairement et seulement des naturalistes, qui parlaient de protection de la nature sur un plan idéaliste. Je me souviens d'un, le professeur Roger M., qui était le directeur du Muséum national d'histoire naturelle.
non, qu'il a écrit le livre L'angoisse de l'an 2000, déjà d'après les titres, vous me comprenez. Ou bien, j'en souviens un autre, que j'ai connu ici à Bailleul, le professeur Jean-Marie Pelt, qui avait l'institut à Metz, non, et L'homme renaturé. Non, c'était des grands, ou bien un troisième français, Théodore Monod, que j'ai connu en Afrique du Nord, et qu'il a écrit pour moi, une fois, je lui avais demandé un petit article, Faune aquatique empérie, n'est-ce pas? Il a écrit aussi des livres, c'était des grands idéalistes. Et le problème, c'est ça, que nous, aujourd'hui, je parle de moi et en général des hommes de science, nous sommes devenus des techniciens et des professionnels de la protection de la nature. Cela est certainement une bonne chose, je le déclare. C'est absolument indispensable pour parler avec les gens de la politique. C'est certainement une bonne chose d'un point de vue scientifique, mais je pense que ça ne suffit pas pour la véritable protection de la nature. Maintenant, je parle de l'Italie, parce qu'il y a les lois, mais on peut faire les exceptions. Il y a les lieux protégés, mais on peut passer avec une route. C'est ce qui se passe. Je pourrais vous donner tout un exemple. Oui, je le sais bien que la plupart de mes collègues italiens, ils ne me jugent pas bien pour ce que je viens de vous dire. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Même ce qui s'est passé en été, quand on a fait beaucoup de dommages dans les marais de Norcia, près de la ville de Norcia, à cause du tremblement de terre, bon, il y a eu un de mes élèves qui a écrit une lettre contre moi parce qu'il disait qu'il ne faut pas faire ce que... Bon, c'est pas comme ça. Le problème, c'est que pour sauver la nature, la société humaine, je dirais, pas nécessairement les scientifiques, mais la société humaine, peut-être les associations environnementales, comme vous voulez, devraient apprendre à dire non, apprendre à protester, apprendre à savoir comment se rebeller contre les mauvaises décisions des administrateurs et des hommes politiques. Mais le problème, c'est que tout le monde ne possède pas le courage et la motivation idéale et la force pour le faire. Merci beaucoup.